Le vent hurlait à travers les vignes, un cri sauvage qui semblait porter les secrets enfouis du village. Adrien, planté au milieu de son jardin, sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe alors qu'il enfonçait un clou dans la clôture branlante. Ce n'était pas seulement du bois qu'il réparait, mais un semblant d'ordre dans sa vie qui s'effritait depuis trop longtemps. Il releva les yeux, et là, de l'autre côté de la clôture, Léo apparut, une silhouette robuste contre le ciel incendié par le crépuscule. « Besoin d'un coup de main » lança-t-il, sa voix grave teintée d'un accent du sud, celui des terres chaudes d'Algérie mêlé à la douceur provençale. Adrien esquissa un sourire, plus par politesse que par envie. Depuis qu'il avait emménagé dans ce coin perdu de Provence, fuyant les bruits de Paris et les souvenirs d'un amour brisé, il n'avait pas cherché à tisser des liens. Mais Léo, son voisin, semblait déterminé à percer cette carapace qu'Adrien avait soigneusement construite. Ils travaillèrent en silence, le cliquetis des outils rythmant leurs gestes. Adrien, 28 ans, portait encore sur ses épaules le poids d'une rupture qu'il avait laissée à vif. À Paris, il avait aimé, passionnément, follement un homme qu'il avait quitté pour une vie plus convenable. Depuis, il s'était juré de ne plus jamais laisser son cœur s'égarer. Pourtant, il ne pouvait ignorer la présence de Léo, 32 ans, ce menuisier discret qui vivait seul dans la maison d'Axe en Grave-Côté, un homme dont les silences parlaient plus que ses mots. « Tu sais, cette clôture a vu des jours meilleurs », dit Léo en riant, brisant le silence. Ses yeux sombres, presque insondables, croisèrent ceux d'Adrien. Il y avait quelque chose dans ce regard, une chaleur, une curiosité, peut-être une promesse. Adrien détourna les yeux, troublé. Ce n'était qu'une clôture, se dit-il. Juste du bois et des clous. Rien de plus. Mais alors que le soleil plongeait derrière les collines, Léo posa sa main sur celle d'Adrien, un geste fugace pour ajuster un clou mal aligné. Ce contact, aussi bref soit-il, envoya une décharge dans tout son corps. Adrien recula, le cœur battant, comme s'il venait de frôler un danger qu'il n'avait pas vu venir. « Ça va » demanda Léo, son ton empreint d'une douceur inattendue. Adrien hocha la tête, incapable de répondre. Quelque chose venait de changer, et il n'était pas prêt à l'affronter. Le lendemain, Adrien se réveilla avec une étrange sensation, comme si la veille avait planté une graine qu'il refusait de voir germer. Il passa la matinée à peindre dans son atelier, une vieille grange reconvertie où il laissait ses émotions s'exprimer sur des toiles abstraites. Chaque coup de pinceau était un cri silencieux, une tentative de comprendre ce qu'il ressentait. Léo. Ce nom revenait sans cesse, comme une mélodie entêtante. Vers midi, un coup à la porte le tira de ses pensées. Léo se tenait là, une bouteille de vin rouge à la main. Un cadeau de bienvenue, un peu tardif, dit-il avec un sourire en coin. Adrien le laissa entrer, malgré la voix dans sa tête qui lui hurlait de garder ses distances. Ils s'assirent autour de la table en bois brut, et le vin coula, déliant leurs langues. Léo parla de son passé, de son arrivée en France à l'âge de 10 ans, de son père qui lui avait appris à travailler le bois, et de sa mère qui chantait des chansons berbères le soir. Adrien, à son tour, se surprit à parler de Paris, de ses rêves d'artiste, et, sans le vouloir, de cette blessure qui ne cicatrisait pas. « Tu as déjà aimé quelqu'un au point de te perdre » demanda-t-il soudain, les mots échappant à sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Léo le regarda, ses yeux brillants d'une intensité qui fit vaciller Adrien. « Oui, » répondit-il simplement. « Mais parfois, se perdre, c'est le seul moyen de se retrouver. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Adrien sentit son cœur s'emballer, partagé entre l'envie de fuir et celle de plonger dans l'inconnu. Léo, lui, semblait attendre, patient, comme s'il savait que le temps jouerait en sa faveur. Les jours suivants, la clôture devint une excuse. Chaque après-midi, il se retrouvait là, marteau en main, à réparer ce qui n'avait plus besoin de l'être. Les silences se faisaient plus rares, remplacés par des rires, des confidences, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Adrien découvrit en Léo une sensibilité qu'il n'avait pas soupçonnée. Un homme qui sculptait le bois avec la même délicatesse qu'il mettait dans ses mots, un homme qui cachait ses propres blessures derrière un sourire. Mais le village, bien qu'endormi, n'était pas aveugle. Les regards des voisins, les murmures au marché, commencèrent à peser sur Adrien. Il connaissait ce genre de jugement, il les avait fuis à Paris. Ici, dans ce coin reculé, il avait espéré trouver la paix, mais l'amour, même naissant, semblait toujours venir avec un prix. Un soir, alors qu'il partageait une cigarette sous un ciel étoilé, Léo brisa le silence. « Adrien, qu'est-ce qui te fait peur » La question était directe, presque brutale. Adrien sentit sa gorge se nouer. Il voulait répondre, dire qu'il avait peur de tout, de souffrir à nouveau, d'être jugé, de perdre ce fragile équilibre qu'il avait construit. Mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, il se pencha, et ses lèvres trouvèrent celles de Léo.
Ce fut un baiser timide, hésitant, mais chargé d'une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Quand ils se séparèrent, Léo murmura « On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant ». Mais Adrien savait que ce moment marquait un point de non-retour. Le lendemain matin, Adrien se réveilla avec le goût de ce baiser encore sur ses lèvres. Il resta allongé, fixant le plafond de sa chambre, le cœur tiraillé entre l'euphorie et la panique. Ce n'était pas censé arriver. Pas ici, pas maintenant, pas avec Léo. Il évita son voisin toute la journée, prétextant une toile à finir, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce moment sous les étoiles. Léo, avec son calme désarmant, sa façon de le regarder comme s'il voyait au-delà de ses murs. Adrien n'était pas prêt à laisser quelqu'un entrer à nouveau, mais son corps, son cœur, semblaient conspirer contre lui. En fin d'après-midi, incapable de résister, il se rendit à la clôture. Léo était là, comme s'il l'attendait, un marteau à la main, un sourire discret sur les lèvres. « Je me demandais si tu allais encore m'éviter longtemps, » dit-il, son ton taquin masquant une pointe d'inquiétude. Adrien rougit, cherchant ses mots. « J'avais besoin de réfléchir. » Léo hocha la tête, comme s'il comprenait tout ce qu'Adrien ne disait pas. Ils reprirent leur travail, mais l'air entre eux était chargé d'une tension nouvelle. Chaque regard, chaque geste semblait amplifié, comme si le monde entier retenait son souffle. Quand leurs mains se frôlèrent en ramassant une planche, Adrien ne recula pas cette fois. Il laissa ce contact s'attarder, un frisson le traversant. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Adrien et Léo passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des repas, des promenades dans les champs, des soirées à parler de tout et de rien. Léo lui montra son atelier, un espace empli de l'odeur du bois fraîchement coupé, où il sculptait des pièces magnifiques, chacune racontant une histoire. Adrien, en retour, invita Léo dans son atelier, où ses toiles prenaient vie sous des éclats de couleurs audacieuses. Mais ce bonheur naissant était fragile. Les murmures du village s'intensifiaient. Madame Dubois, la boulangère, lançait des regards désapprobateurs chaque fois qu'Adrien passait chercher son pain. Monsieur Lefebvre, le vieux vigneron, marmonnait des commentaires sur les mœurs modernes quand il pensait qu'Adrien ne l'entendait pas. Même les amis de Léo, des hommes du village avec qui il jouait aux cartes, semblaient plus distants. Adrien, qui avait déjà vécu ce genre de rejet, sentait la peur s'insinuer en lui. Il se surprenait à marcher plus loin de Léo en public, à baisser les yeux quand il croisait quelqu'un. Léo, lui, semblait indifférent au regard, mais Adrien voyait la tension dans ses épaules, la façon dont ses poings se serraient parfois. Un soir, alors qu'il était intérieur, Adrien explosa. « Tu ne vois pas ce qu'il pense de nous » cria-t-il, sa voix tremblante. « Il nous juge, Léo. Il nous déteste. » Léo le regarda, calme mais déterminé. « Et alors ? Leur opinion ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Ces mots frappèrent Adrien comme une vague. Il voulait y croire, mais la peur était plus forte. Il se détourna, incapable de soutenir le regard de Léo. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura-t-il. Léo ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Le lendemain, un incident changea tout. En se rendant au marché, Adrien trouva une lettre glissée sous sa porte. Des mots durs, anonymes, écrits à l'encre noire, « Rentre chez toi, Parisien. On ne veut pas de ton genre ici. » Son sang se glaça. Il froissa la lettre, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Il courut chez Léo, le cœur battant. Quand il lui montra la lettre, le visage de Léo s'assombrit. « Ce n'est pas la première fois, » avoua-t-il. « J'ai reçu des lettres comme ça quand j'étais plus jeune, à cause de mes origines. Et maintenant à cause de nous. » Adrien sentit une colère monter en lui, mêlée de honte. Il avait voulu protéger son cœur, mais il n'avait pas pensé à ce que Léo endurait. Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Léo raconta les années où il avait dû cacher qui il était, les regards méfiants à cause de son héritage algérien, les amours qu'il avait eus pour ne pas attirer l'attention. Adrien, lui, parla de Paris, de la liberté qu'il avait cru trouver, mais aussi de la solitude qu'il avait suivie. Pour la première fois, ils se mirent à nu, sans filtre, sans peur. Quand le soleil se leva, Adrien prit la main de Léo. « Je ne veux plus fuir, » dit-il, la voix tremblante mais résolue. Léo sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Alors, restons. Ensemble. » Leur décision de rester ensemble marqua un tournant, mais elle ne dissipa pas les ombres qui planaient sur eux. Le village, avec ses ruelles pavées et ses façades de pierre, semblait se refermer comme une cage. Adrien sentait les regards peser sur lui à chaque coin de rue, mais il serrait la main de Léo un peu plus fort, comme pour défier le monde. Ils décidèrent de ne plus se cacher. Ils marchaient côte à côte au marché, partageaient des cafés en terrasse, ignoraient les murmures. Mais la tension montait, et un soir,
tout explosa. Lors d'une fête de village, un homme éméché, Paul, un agriculteur connu pour son tempérament explosif, s'approcha d'eux. « Vous vous croyez ou à parader comme ça ?» cracha-t-il, sa voix résonnant dans la foule. Les regards se tournèrent vers eux, et Adrien sentit son estomac se nouer. Léo, fidèle à lui-même, répondit avec calme. « On est chez nous, Paul. Comme toi. » Mais Paul ne s'arrêta pas là. Il lança une insulte, un mot tranchant comme un couteau. La foule resta silencieuse, certains gênés, d'autres acquiesçant discrètement. Adrien voulut répondre, mais Léo lui serra la main, un geste qui disait « pas maintenant ». Ce soir-là, de retour chez Adrien, ils laissèrent libre cours à leur colère et à leur douleur. « Pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour quelque chose d'aussi simple que s'aimer » demanda Adrien, les larmes aux yeux. Léo l'enlaça, son étreinte ferme et rassurante. Parce que l'amour, le vrai, vaut toujours la peine de se battre. Les jours suivants, ils décidèrent de riposter à leur manière. Adrien organisa une exposition de ses toiles dans la salle communale, un acte audacieux pour montrer qui il était. Ses peintures, vibrantes et tourmentées, parlaient d'amour, de douleur, de liberté. Léo, de son côté, sculpta une pièce pour l'exposition, 2 silhouettes entrelacées, taillées dans un seul bloc de chêne, symbolisant leur lien indéfectible. À leur grande surprise, l'exposition attira du monde. Certains habitants, touchés par l'honnêteté brute des œuvres, vinrent leur parler. Madame Dubois, la boulangère, s'arrêta devant une toile d'Adrien, les yeux humides. « J'ai un neveu, à Marseille il est comme vous, » murmura-t-elle. Je n'ai jamais su quoi lui dire. Adrien sentit son cœur se serrer, mais pour la première fois, il vit une lueur d'espoir. Mais tout le monde n'était pas prêt à changer. Quelques jours après l'exposition, la clôture qu'ils avaient tant réparée fut vandalisée. Des mots haineux, peints à la bombe, souillaient le bois. Adrien sentit la rage monter, mais Léo, toujours pragmatique, prit une ponceuse et effaça les insultes. « Ils peuvent détruire ce qu'ils veulent, » dit-il. « Ils ne nous auront pas. » Leur relation, désormais publique, devint un symbole pour certains, un scandale pour d'autres. Mais à mesure que les semaines passaient, Adrien et Léo trouvèrent du réconfort dans les petites victoires. Des voisins commencèrent à leur sourire, à leur parler. Une jeune femme, Claire, qui tenait la librairie du village, les invita à un club de lecture, un geste simple mais significatif. Un soir, alors qu'ils dînaient chez Léo, celui-ci sortit une vieille photo de son portefeuille. C'était lui, adolescent, aux côtés d'un garçon au sourire éclatant. « C'était Samir, » dit-il, sa voix tremblante. « Mon premier amour. Il est parti trop tôt. » Adrien écouta, le cœur lourd, tandis que Léo racontait comment il avait perdu Samir dans un accident et comment il avait juré de ne plus jamais aimer. « Mais toi, Adrien, tu m'as fait changer d'avis. » Ces mots brisèrent quelque chose en Adrien. Il comprit que Léo, tout comme lui, portait des cicatrices. Ils s'embrassèrent, un baiser chargé de promesses et de larmes, scellant un lien qui allait au-delà des mots. L'hiver arriva, drapant le village d'un manteau de givre. Adrien et Léo passaient désormais presque toute leur nuit ensemble, trouvant refuge dans la chaleur de leur amour. Mais le froid extérieur semblait refléter une nouvelle menace. Les lettres anonymes reprirent, plus fréquentes, plus venimeuses. Une nuit, une pierre fut jetée à travers la fenêtre de l'atelier d'Adrien, brisant une toile à laquelle il tenait. Adrien, dévasté, voulut abandonner. « Peut-être qu'on devrait partir, » dit-il, la voix brisée. « Aller ailleurs, là où personne ne nous connaît. » Mais Léo secoua la tête. « Si on part, ils gagnent. Et je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Ils décidèrent de rester, mais la peur s'était installée. Adrien sursautait au moindre bruit, scrutait les ombres dans les ruelles. Léo, lui, redoublait d'efforts pour protéger leur quotidien, installant des lumières autour de leur maison, renforçant la clôture. Mais il était clair que quelque chose devait changer. Un soir, Claire, la libraire, leur proposa une idée folle, organiser une soirée de contes au village, où chacun pourrait partager une histoire personnelle. « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » dit-elle. « Donnez-leur une chance de vous connaître. » Adrien hésita, mais Léo, toujours prêt à affronter le monde, accepta. La soirée eut lieu dans la salle communale, décorée de guirlandes lumineuses. Adrien raconta son histoire. Celle d'un garçon qui avait grandi en rêvant de couleurs, qui avait aimé et perdu, qui avait trouvé refuge dans ce village. Léo parla de son passé, de ses racines algériennes, de Samir, et de la force qu'il avait trouvée en Adrien. Leurs mots, sincères et crus, touchèrent certains cœurs. Des larmes coulèrent, des mains se serrèrent. Mais Paul, l'agriculteur, quitta la salle en claquant la porte, suivi de quelques autres.
Cette soirée marqua un tournant. Certains habitants commencèrent à les défendre publiquement. Claire lança une pétition pour condamner les actes de vandalisme et plusieurs signatures apparurent, y compris celle de Madame Dubois. Mais les tensions persistaient et Adrien savait que leur combat était loin d'être terminé. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café, Léo reçut un appel. Son père, malade depuis des mois, venait de s'éteindre. Léo s'effondra et Adrien le serra dans ses bras, incapable de trouver les mots. Ils partirent ensemble pour Marseille, où vivait la famille de Léo. Là-bas, Adrien découvrit un autre PAN de la vie de Léo. Une mère aimante mais conservatrice, des frères et sœurs partagés entre affection et méfiance. Le retour au village fut difficile. Léo, rongé par le chagrin, s'éloigna un peu, plongé dans son deuil. Adrien, inquiet, tenta de le soutenir, mais il sentait Léo lui échapper. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, Léo murmura « Je ne veux pas te perdre, mais j'ai peur de ne pas être assez fort pour tout ça. » Adrien, le cœur serré, répondit « Alors, on sera forts ensemble. » Le printemps ramena la lumière sur le village, mais les ombres du passé persistaient. Léo, encore marqué par la perte de son père, retrouvait peu à peu son sourire grâce à Adrien. Ils décidèrent de transformer leur douleur en action, organisant des ateliers d'art et de menuiserie pour les jeunes du village. Ces moments devinrent des ponts, reliant des cœurs autrefois fermés. Mais un nouvel incident vint tout bouleverser. Une nuit, l'atelier de Léo fut saccagé. Des outils brisés, des sculptures réduites en miettes. Cette fois, la police fut appelée, et une enquête commença. Adrien, fou de rage, voulut confronter Paul, qu'il soupçonnait. Léo l'en empêcha. « On n'a pas de preuves, dit-il. Et je refuse de devenir comme eux. » L'enquête révéla une vérité inattendue. Ce n'était pas Paul, mais un groupe d'adolescents du village, influencés par les rumeurs et les préjugés des adultes. Confrontés, ils avouèrent, les larmes aux yeux. L'un d'eux, un garçon nommé Théo, murmura « On pensait que c'était mal ce que vous êtes. » Adrien sentit son cœur se briser, mais Léo, avec une sagesse infinie, s'agenouilla devant Théo. « Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, dit-il. C'est ce qu'on choisit de faire. » Ils décidèrent de ne pas porter plainte, mais demandèrent aux adolescents de participer à leurs ateliers comme réparation. Ce choix, audacieux et risqué, changea la dynamique. Les jeunes, d'abord méfiants, commencèrent à voir Adrien et Léo comme des mentors, non comme des parias. Théo, en particulier, se prit d'affection pour la sculpture, passant des heures avec Léo à apprendre. Cet été-là, le village sembla respirer à nouveau. Les ateliers attirèrent plus de monde, et même Paul, l'agriculteur, vint un jour, mal à l'aise mais curieux. Il ne parla pas beaucoup, mais il écouta. Adrien et Léo, eux, continuaient à construire leur vie ensemble, apprenant à naviguer entre les tempêtes et les moments de calme. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher du soleil depuis leur clôture désormais solide, Adrien prit la main de Léo. « Tu sais, dit-il, je pensais que l'amour était une faiblesse. Mais avec toi, c'est ma force. » Léo sourit, ses yeux brillants sous les dernières lueurs du jour. « Et toi, tu es ma maison. » L'été s'étira, chaud et vibrant, comme une toile d'Adrien où les couleurs se mêlaient en une harmonie chaotique. Leur relation, désormais ancrée, était un refuge contre les tempêtes extérieures. Mais un nouveau défi se profila. La mère de Léo, Amina, annonça sa visite. Elle voulait voir son fils, mais aussi comprendre cette vie qu'il s'était construite. Adrien était nerveux. Amina, bien qu'aimante, avait des valeurs traditionnelles, et Léo n'avait jamais abordé son homosexualité avec elle. « Et si elle me rejette ?» demanda Adrien, la voix tremblante. Léo le serra dans ses bras. « Elle t'aimera, dit-il. Parce que moi, je t'aime. » La visite d'Amina fut un mélange d'émotions. Elle observa Adrien avec curiosité, posant des questions sur son art, sa vie à Paris. Mais quand elle vit la façon dont Léo regardait Adrien, ses yeux s'emplirent de larmes. Lors d'un dîner, elle prit la parole. « Léo, dit-elle, je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureux. Et c'est tout ce qui compte. » Ces mots libérèrent quelque chose en Léo. Il pleura, pour la première fois depuis la mort de son père, et Adrien sentit son propre cœur s'alléger. Amina resta une semaine, et avant de partir, elle serra Adrien dans ses bras. « Prends soin de lui, » murmura-t-elle. Adrien hocha la tête, incapable de parler. Mais la paix fut de courte durée. Une nouvelle vague de lettres anonymes arriva, cette fois accompagnée de menaces explicites. Adrien et Léo décidèrent de ne pas céder à la peur, mais la tension pesait lourd. Lors d'une réunion au village, ils prirent la parole, demandant à la communauté de se rassembler contre la haine. À leur surprise,
Plusieurs habitants, dont Claire et Madame Dubois, se levèrent pour les soutenir. Paul, l'agriculteur, resta silencieux, mais il ne quitta pas la salle. Plus tard, il s'approcha d'eux, maladroit. « Je ne comprends pas tout ça, » marmonna-t-il. « Mais détruire vos affaires, c'est pas juste. » Ce n'était pas une approbation, mais c'était un pas. L'automne arriva, peignant les vignes de rouge et d'or. Adrien et Léo, désormais inséparables, planifiaient leur avenir. Ils parlèrent de voyager, peut-être jusqu'en Algérie pour honorer les racines de Léo, ou à Paris pour montrer à Léo le monde d'Adrien. Mais avant tout, ils voulaient laisser une marque dans leur village. Ils décidèrent d'organiser un festival d'art et d'artisanat, une célébration de la créativité et de la communauté. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par Claire, Théo et même Madame Dubois, qui proposa de fournir des pâtisseries. Paul, à contre-cœur, offrit un espace dans son champ pour l'événement. La préparation du festival fut intense, mais elle rapprocha le village. Les adolescents qui avaient vandalisé l'atelier de Léo travaillèrent dur, peignant des affiches, construisant des stands. Théo, en particulier, s'épanouit, sculptant une pièce pour le festival sous la tutelle de Léo. Le jour du festival, le village s'anima. Les rues étaient remplies de musique, de rires, de couleurs. Les toiles d'Adrien côtoyaient les sculptures de Léo, et pour la première fois, le village sembla uni. Même Paul, toujours bourru, passa la journée à discuter avec les visiteurs, un sourire timide sur les lèvres. Mais en fin de soirée, une altercation éclata. Un groupe d'hommes, des étrangers au village, commença à insulter Adrien et Léo. La foule se tut, mais Théo s'avança, tremblant mais déterminé. « Laissez-les tranquilles, » dit-il, sa voix portant loin. À sa suite, Claire, Madame Dubois et d'autres habitants se levèrent, formant un mur humain autour d'Adrien et Léo. Les intrus partirent, et le silence qui suivit fut brisé par des applaudissements. Adrien sentit des larmes couler sur ses joues. Léo lui prit la main, et ils s'embrassèrent, sans peur, devant tout le village. Un an après ce premier regard échangé au-dessus de la clôture, Adrien et Léo se tenaient à nouveau là, mais tout avait changé. La clôture, autrefois branlante, était solide, tout comme leur amour. Le village, bien que loin d'être parfait, avait appris à les accepter, à les aimer, même. Ils décidèrent de célébrer leur amour à leur manière. Une cérémonie simple, dans leur jardin, entourée de ceux qui comptaient, Claire, Théo, Madame Dubois, et même Paul, qui apporta une bouteille de son meilleur vin. Amina était là aussi, les yeux brillants de fierté. Ce n'était pas un mariage officiel, mais un serment, un engagement à affronter le monde ensemble. Leur histoire ne s'arrêta pas là. Ils continuèrent leurs ateliers, transformant leur maison en un centre d'art et de création. Théo devint leur apprenti, et d'autres jeunes suivirent. Le festival devint une tradition annuelle, attirant des visiteurs de toute la région. Adrien peignait toujours, mais ses toiles étaient désormais empreintes d'espoir, de lumière. Léo sculptait, chaque pièce racontant une histoire d'amour, de lutte, de victoire. Ensemble, ils construisirent une vie qui défiait les préjugés, prouvant que l'amour, même dans un petit village, pouvait changer le monde. Un soir, alors qu'ils se tenaient près de leur clôture, désormais ornée de fleurs grimpantes, Adrien murmura « Tu te souviens de ce premier regard ?» Léo sourit, ses yeux aussi profonds que ce jour-là. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'est là que tout a commencé. » Et sous les étoiles, ils s'embrassèrent, leur amour plus fort que jamais, un témoignage vivant que même les clôtures les plus fragiles peuvent devenir des ponts.